Salut les littéraires, bienvenue dans la deuxième partie de mon cours théorique sur la littérature fantastique. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé du vidéo, les points forts et les points améliorés. Aussi, à la fin, après le générique de fin, un peu à la Marvel, j'ai placé une vidéo cachée que j'espère qui va éveiller en vous la crainte et l'inquiétude de l'étrange fantastique. Donc, dans la première partie, on a vu en premier point la différence entre fantastique et merveilleux. En deuxième point, on a vu qu'est-ce que le fantastique. Et maintenant, on va voir en troisième point la différence entre les différents types de fantastique, soit le fantastique étrange, le fantastique pur et le fantastique merveilleux. Et puis, en quatrième point, on va voir les caractéristiques du récit de fantastique pur. Donc, allons-y de ce pas. Point numéro 3. Étrange, fantastique et merveilleux. Comme on l'a vu tantôt avec la citation de Todorov, le fantastique, c'est l'hésitation entre une explication qui respecte les lois naturelles et une explication surnaturelle pour expliquer un événement étrange qui s'est produit. Mais, puisque c'est l'hésitation, dès qu'on choisit l'une des deux réponses, on tombe dans un genre voisin. On va voir ça avec le tableau des genres fantastiques, et ça, c'est fantastique. Donc, si l'on décortique le tableau des genres fantastiques, au centre, il y a le fantastique pur. À l'extrême gauche, on voit l'étrange pur. Entre les deux, il y a le fantastique étrange. De l'autre côté complètement, donc à la droite, il y a le merveilleux pur. Et entre le fantastique pur et le merveilleux pur, il y a le fantastique merveilleux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, dans le cas du fantastique pur, le fantastique pur, bon, on en parle un peu depuis le début, mais c'est quand, dans un récit, face à un événement étrange ou une situation étrange, on se retrouve devant deux types d'explications, l'une vraisemblable et l'une surnaturelle. La particularité du fantastique pur est que, à la fin du récit, on n'a pas de réponse claire. Ça fait que on referme le livre et l'ambiguïté reste. Dans le cas de l'étrange pur, eh bien, dans les récits d'étrange pur, c'est des récits d'étrange. Il y a des événements étranges qui se passent, c'est franchement bizarre, mais il n'y a pas de surnaturel d'impliqué. Dans le fantastique étrange, là, c'est des récits un peu à la Scooby-Doo. Pour ceux qui n'ont pas connu Scooby-Doo, Scooby-Doo, c'est un dessin animé pour enfants. Scooby-Doo, c'est le nom du chien. Et il faisait partie d'un groupe d'enquêteurs qui enquêtaient des événements surnaturels, souvent des fantômes qui hantaient quelqu'un. Et à la fin de chaque épisode, ça finissait toujours de la même façon. On se rendrait compte que tout était une mise en scène et que c'était un vilain qui voulait tourmenter ou se venger comme de la victime, et il orchestrait des fantômes ou des monstres pour tourmenter sa victime. Scooby-Doo, ça finissait toujours comme ça. Eh bien, le fantastique étrange, c'est un peu ça. Tout le long, on se demande si le surnaturel est assumé ou pas. Si c'est pas clair, si les événements sont vraisemblables ou surnaturels, mais à la fin, ça tranche que
c'est vraisemblable. Il y a une explication logique et naturelle pour les événements qui sont produits, que ce soit une arnaque, une orchestration, comme dans le cas de Scooby-Doo, ou que tout cela était un rêve ou une hallucination, où la personne peut être sous effet de substances, ses sens peuvent être trompés, ça peut être de la folie. euh, il y a toutes sortes de types d'explications possibles, mais ça reste des explications qui ne sont pas surnaturelles. Dans le cas du merveilleux pur, bon, on en a parlé, c'est quand le surnaturel est complètement assumé, qu'il y a de la magie, puis que c'est clair. Dans le fantastique merveilleux, là, c'est un peu le même principe que fantastique étrange. C'est tout le long, on hésite. C'est pas clair si c'est du surnaturel ou s'il y a une explication naturelle qui existe, si c'est du vraisemblable. Mais à la fin, ça tranche comme de quoi que c'est du surnaturel, puisque c'est du fantastique merveilleux. Et puis, qu'est-ce qui relie tous ces sous-genres du fantastique? C'est l'atmosphère. Comme l'écrit Lovecraft, qui est l'une des figures de proue du fantastique, l'atmosphère est la chose la plus importante, car le critère définitif d'authenticité du fantastique n'est pas la structure de l'intrigue, mais la création d'une impression spécifique. Un conte est fantastique tout simplement si le lecteur ressent profondément un sentiment de crainte et de terreur, la présence de mondes et de puissances insolites. Donc, ce qui unit le fantastique, ou plutôt ce qui unit les différents sous-genres du fantastique selon Lovecraft, c'est l'atmosphère et le sentiment de crainte. Parce que même si Lovecraft ne parle pas de l'hésitation, reste que quand on hésite entre une explication vraisemblable et une explication surnaturelle, eh bien, c'est toujours face à un événement surnaturel qui se veut menaçant, d'où le sentiment de crainte en littérature fantastique. Point numéro 4. Le fantastique pur et ses caractéristiques sur le plan fond et forme. Parce que en littérature ou en études littéraires, en tout cas, faire de l'analyse littéraire, c'est de considérer aussi important le fond que la forme. Le fond étant ce que l'œuvre dit ou ce que le texte dit, dans le cas d'un texte, et la forme qui est comment il le dit, comment c'est représenté. Pour que l'ambiguïté et l'hésitation fonctionnent dans un récit fantastique, il faut que le lecteur en sache sensiblement autant que le personnage principal ou que le personnage que le lecteur suit. Si on fait une petite aparté, en narratologie, il existe 3 modes de narration. Le mode de narration, c'est un peu la perspective, c'est le savoir partagé entre le lecteur et les personnages. Et ça, il existe 3 modes. Le premier est la focalisation 0. La focalisation 0, c'est le narrateur omniscient. C'est que le narrateur et donc le lecteur va en savoir davantage que les personnages. Ça, c'est un mode de narration qui ne fonctionne pas vraiment en fantastique parce que si le lecteur connaît tous les événements et sait déjà l'explication, eh bien, il n'y a pas d'hésitation à ce moment-là. Le deuxième mode, c'est la focalisation externe. La focalisation externe, c'est que le lecteur est externe au personnage et donc il en sait moins que les personnages sur l'action qui se déroule dans le récit. C'est une focalisation qui est un peu plus rare et particulièrement en fantastique, ça me semble pas très courant. Et la troisième, c'est la focalisation interne,
qui est vraiment la plus répandue en fantastique, c'est que le lecteur va en savoir autant que les personnages, ou en tout cas autant que le personnage principal. À ce propos, Todorov écrit « Le fantastique implique donc une intégration du lecteur au monde des personnages. » Donc, c'est un peu ce qu'on disait. Pour que le fantastique fonctionne, il faut que le lecteur soit impliqué dans le monde des personnages. Donc, il faut qu'il y ait... il se sente impliqué dans cette hésitation-là, dans cette crainte entre un surnaturel ou une recherche d'une explication naturelle. Comment qu'on construit cet effet d'ambiguïté entre, ou même cet effet de dichotomie entre le vraisemblable et le surnaturel? Eh bien, pour créer cet effet fantastique d'hésitation, selon le mémoire de maîtrise de Jonathan Belrose, le texte doit commencer par vraisemblabiliser l'univers qu'il présente. À ce propos, il écrit « On s'acharne à vraisemblabiliser le réel de cet univers. L'indexation réaliste en ouverture contraint l'environnement fantastique à se normaliser. Les lieux y paraissent toujours vaguement reconnaissables, familiers. » Donc, de premier abord, le texte doit présenter un univers qui est vraisemblable, voire même familier. Donc, des éléments dans lesquels le lecteur peut se reconnaître en fonction de l'époque. C'est sûr que si tu lis un texte de l'âge victorien, ben, ça se peut que tu ne reconnaisses pas tant ta réalité, mais tu vas reconnaître la réalité victorienne. Il faut quand même mettre des mises en contexte ici. Comme toujours, quand on lit, il faut considérer l'époque. Et puis, par la suite, va s'insérer ce qu'on peut appeler des effets mirabilisants. Mirabilisant est un mot créé par Jean Fabre, mais qui vient du latin mirabilis, qui veut dire merveilleux. À ce propos, Audrey Louillet-Davot écrit « Rappelons que la théorie de Fabre repose sur la présence, dans un texte fantastique, de rayons mirabilisants ou centrifuges, qui créent un effet de merveilleux, et de vecteurs de fantastique ou centripètes. » Donc, mise en contexte, Jean Fabre est un intellectuel qui a étudié les contes de sorcières. Et c'est à travers l'étude de ces contes de sorcières qui est arrivé avec cette théorie des rayons mirabilisants qui amène progressivement du merveilleux dans le texte. Donc, si on met ces deux citations-là ensemble, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que un texte fantastique doit commencer par donner une impression de vraisemblable. Pour que le lecteur croit être devant un texte réaliste. Et c'est cette dichotomie entre la situation initiale qui est vraisemblable et les rayons mirabilisants qui vont venir progressivement dans le texte et donner un effet de merveilleux qui crée le fantastique, qui crée cette hésitation entre les deux et qui fait que ni le lecteur ni le personnage ne sait par la suite si finalement il y a vraiment du surnaturel ou si c'est pas le cas. Et comme l'écrit Todorov, le livre refermé, l'ambiguïté demeurera. C'est ce qui conclut ce deuxième vidéo sur la littérature fantastique. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est une série de vidéos qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'aime beaucoup le fantastique, même que l'un des romans sur lesquels j'ai fait ma maîtrise, que j'ai fait mon mémoire de maîtrise, c'est Champ-Prend-Famard, qui est du fantastique pur et qui correspond à l'ensemble des critères que je vous ai dit dans les deux dernières vidéos.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose sur nos réseaux sociaux pour l'instant, mais plus que la chaîne va grossir et plus que je vais mettre de choses. Pour l'instant, je me concentre sur augmenter la qualité de contenu et éventuellement, je vais me concentrer sur diffuser. Et puis, on est aussi sur Utip et sur Patreon si vous voulez faire des dons à la chaîne. Sur ce, je crois que c'est tout. Partagez, aidez-nous à grossir. Ça me fait super, super plaisir chaque fois que je vois un partage. Mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo sur YouTube pour aider l'algorithme. Dites-moi si vous aimez la littérature fantastique ou pas. Faites-moi des suggestions de livres que vous avez trouvé particulièrement intéressants. Référez-moi des théoriciens. Moi, j'aime ça en apprendre toujours davantage. On vit pour ça. Moi, je vis pour apprendre. Donc, merci d'avoir été là. Merci énormément et on se voit bientôt.